C'est une salle d'audience discrète à Paris, dont peu de gens connaissent l'existence. Chaque jour, on y juge des femmes et des hommes ralliés à la cause de l'État islamique. On l'appelle la 16e chambre correctionnelle. Exceptionnellement, nous avons eu l'autorisation de la filmer juste avant le début d'un procès. Aujourd'hui, devant les magistrats comparaissent 3 prévenus. Ils ont entre 20 et 30 ans, accusés d'avoir projeté un attentat en France et d'avoir voulu rejoindre la Syrie. Les échanges avec le président du tribunal sont tendus. Ma religion, elle est supérieure à votre République. Je veux vivre ma foi en toute liberté dans un pays d'islam. Après 2 ans de détention provisoire, l'homme n'a rien renié de son idéologie extrémiste. Vous pensez quoi des attentats commis en France? Pourquoi vous me demandez ça? Je veux savoir ce que vous pensez de ces attentats. Je me réserve le droit de garder pour moi ce que je pense de ces attentats. Des mots qui résonnent lourdement au cœur de ce palais de justice. Après 13 heures d'audience, ils écopent de 8 et 9 ans de prison pour association de malfaiteurs terroristes. À la 16e chambre, à chaque nouvelle audience, c'est un combat âpre qui se joue contre le fanatisme. Parfois, la victoire semble toute proche. Farid, ici à gauche, est encore sous le coup de l'émotion. Il vient d'être jugé coupable d'association de malfaiteurs terroristes. Mais ce soir, il ne dormira pas en prison, il reste en liberté sous contrôle judiciaire. La justice a décidé de lui donner sa chance. Depuis 1 an, il travaille et se dit guéri de l'islam radical. C'est un peu une maladie. Moi j'étais dedans, mais je ne voyais pas que j'étais dedans. Et je me mentais à moi-même, comme je l'ai dit, j'étais dans le déni. Donc voilà, moi je pense qu'il faut aider les gens, leur faire confiance. Moi, on m'a dit, avant de me laisser sortir, on m'a dit qu'il ne faut jamais le laisser sortir. S'il sort, il va tuer des gens, il va s'enfuir en Syrie. Résultat des courses, j'ai tué personne, j'ai fait de mal à personne, j'ai travaillé. Donc là, ouais, c'est vraiment un grand soulagement. Comme Farid, en France, 250 personnes condamnées pour leur lien avec le terrorisme purgent leur peine en liberté. La plupart sous bracelet électronique. Ils seront bientôt rejoints par des détenus qui vont sortir de prison, condamnés entre 2013 et 2015. Combien de terroristes jugés pour djihadisme vont sortir cette année après qu'ils auront purgé leur peine? Une trentaine. Une trentaine cette année, 450 d'ici 2022. Comment s'assurer qu'ils ne sont plus un danger pour la société? Avons-nous tiré des leçons de nos échecs en matière de déradicalisation? Trois jours après son procès, nous retrouvons Farid chez lui, dans la région lyonnaise. Il vit avec sa fiancée dans ce 2 pièces. À l'époque, elle ne perçoit pas qu'il est en train de se radicaliser. Le jeune homme vient d'arrêter ses études. Au chômage, il passe son temps sur les réseaux sociaux. Nous sommes en 2014. Farid voit les combattants de l'État islamique comme des héros. Un rempart, dit-il, contre le tyran Bachar el-Assad. Il y avait des personnes qui postaient des vidéos sur le conflit syrien. Je restais scotché, j'arrêtais pas de regarder ces vidéos-là. À l'époque, quand on voyait qu'ils aidaient le peuple syrien, je me suis accroché à eux, on va dire. Je croyais un peu à tout, genre les médias, c'est des menteurs, tous les médias. Donc je suis devenu moi-même complotiste. Et puis il y a les attentats en France. Et là, qu'est-ce qu'on se dit? On commence à douter, et une espèce de schizophrénie. Il y a un côté qui soutient, un côté qui est dégoûté. Et puis on se cherche des excuses en fait. On se dit non, ça s'est fait par un groupuscule de l'État islamique, c'est pas tout l'État qui est d'accord. Farid diffuse alors des vidéos de propagande de Daesh.
Il aide un candidat au départ en Syrie à se loger. Il est repéré par les services de renseignement. Un matin, le raid fait irruption dans son appartement. 96 heures de garde à vue et il est envoyé à la prison de Fresnes. Au total, Farid passe 18 mois derrière les barreaux. La promenade de Fresnes, c'est une cage à poules, c'est tout petit. Si t'es solide dans ta tête, tu craques pas, tu peux t'en sortir. Mais quelqu'un qui se retrouve tout seul, car j'en ai connu, des gens qui n'avaient pas de famille, qui n'avaient pas d'amis. Donc lui, tout seul, il n'a aucun espoir dehors. Il se dit, même si je sors, je vais aller où? Les gens, ils pensent qu'on se radicalise que par idéologie. Moi, j'ai connu des gens qui sont radicalisés par haine. La haine des surveillants, la haine des juges aussi. Et on se dit qu'en fait, tout ce qu'on a vu sur ce qu'ils disent l'État islamique, eh ben, c'était vrai. C'est vrai, ils nous aiment pas, ils nous détestent parce qu'on est musulmans. Dans la grosse promenade, on leur dit, bah tu vois, on avait raison, je te disais ça depuis le début, tu voulais pas me croire. Si vous jetez un mec au requin, vous pouvez pas vous plaindre après qu'il se fasse mordre. Moi, on m'a jeté au requin. Et c'est quand je suis sorti que j'ai commencé à travailler, je commence à regoûter un peu la vie, etc. Et c'est là qu'en vrai, je fais le déclic. La personne qui me dit que c'est des radicalisés en quelques jours, en quelques mois, c'est pas possible. Moi, ça m'a pris du temps, mais il fallait que je sorte pour ça. En liberté conditionnelle dans l'attente de son procès, Farid est alors embauché dans une grande entreprise de télécom. Ce poste à responsabilité, il ne s'y attendait pas. Il dit que cela a été sa planche de salut. Déradicalisé par le travail, c'est la nouvelle approche du gouvernement. Et voici celle qui a été envoyée au front. Muriel Domenac, ancienne diplomate en Turquie. Ce matin, elle assiste à une rencontre à l'UNESCO en présence du ministre de l'Éducation. Ça va? Oui, très bien. C'est important que vous soyez... voilà. Objet de la conférence, comment éduquer les écoliers aux médias pour éviter la fanatisation des esprits. De la semaine de la presse et des médias. Nos forces, nous pourrons contribuer au développement de l'éducation aux médias. Dans sa guerre contre l'idéologie de Daesh, Muriel Domenac travaille sur la prévention. Mais à l'autre bout du spectre, elle doit aussi gérer la prise en charge des radicalisés et des sortants de prison. C'est sa mission la plus sensible. Je voudrais qu'on revienne sur ces quelques images-là. C'est le centre de Pontarlier, le fameux centre de déradicalisation. Il y a 2 ans, quand Muriel Domenac a été nommée, la déradicalisation tournait au fiasco. Nous avions pu filmer l'un des dispositifs financés par l'État, le centre d'hébergement de Pontourny en Indre-et-Loire. Un programme basé sur le volontariat. Peu de candidats s'étaient présentés. Olivier Chasson et son équipe avaient tout prévu. Une organisation quasi militaire. Levée de drapeau une fois par semaine. Réveil à 6h45. Et port de l'uniforme. 11 mois après son inauguration, c'est Muriel Domenac qui avait géré sa fermeture. Ça a été une bonne idée soldée par un échec. La déradicalisation au sens où elle a été interprétée, c'est-à-dire comme finalement la déprogrammation et la reprogrammation, comme on le ferait avec un logiciel défectueux, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de potion magique, ni avant ni après. On parle aujourd'hui à l'administration pénitentiaire et puis chez tous les praticiens de désengagement, c'est-à-dire de mise à distance de la violence, et puis de réinsertion. Pour empêcher toute forme de violence, le gouvernement mise sur un programme élaboré de réinsertion sociale. La mission a été confiée à un géant du secteur, le groupe d'insertion sociale, SOS, 18 000 salariés. Sur leurs brochures, des maisons de retraite, des formations, des logements sociaux, mais rien sur la prise en charge de profils radicalisés. Je vous emmène dans les bureaux où on travaille tous les jours. Le groupe commence à peine à communiquer sur ce volet très confidentiel. Et en particulier le bureau dans lequel
Mes camarades et moi passons une partie de nos journées. C'est la première fois que son directeur Jean-Marc Borrello accepte la présence d'une caméra pour parler des engagements. Ici, pas de volontariat. Ce sont les juges qui choisissent ceux qui passeront par ce programme de déradicalisation. Il y a des personnes pour lesquelles la religiosité, c'est un petit vernis. On a des personnes qui sont en rupture à différents niveaux et que cette rupture, à un moment donné, a joué un rôle moteur. Donc en fait, on va faire de la dentelle, on va s'adapter à la situation. Alors, vous voyez, chaque personne est encadrée par plusieurs professionnels du groupe SOS. Un suivi qui peut aller jusqu'à 20 heures par semaine. Recherche d'un logement, d'une formation, d'un emploi. Il y a aussi des entretiens avec un psychologue et même un aumônier pour comprendre l'évolution de sa pratique religieuse. Au total, sur une année, cet accompagnement personnalisé devrait coûter plus de 2 millions d'euros à l'État français. Vous les aidez à trouver une formation ou un emploi, vous les aidez à trouver un logement. Est-ce que vous comprenez que les Français puissent se dire mais comment ça on aide d'anciens condamnés en lien avec des affaires terroristes? La réalité, c'est que lorsqu'on a fini sa peine, on sort. Quel que soit ce qui vous a amené en détention, la peine étant terminée, on retrouve la société. La question c'est, est-ce qu'on donne à cela une possibilité de ne pas rechuter, quel que soit le délit commis, ou est-ce qu'on les remet en liberté en se disant qu'après tout, on verra bien ce qui se passe? Mais comment être sûr que la déradicalisation est bien réelle? Comment éviter la takia, la tactique de dissimulation prônée par Daesh? En croisant les expériences, en croisant les compétences et en croisant les regards, on arrive, de notre point de vue, à lutter efficacement contre la dissimulation. Selon eux, cette méthode fonctionnerait donc sur certains profils radicalisés. Mais dans d'autres cas, le combat semble perdu d'avance. Ce jour-là, dans la 16e chambre correctionnelle comparaît un vétéran du djihadisme. Ahmed Laïdouni, un Français de 51 ans. En 2004, il avait été condamné à 7 ans de prison dans le cadre des filières afghanes d'Al-Qaïda. Depuis que vous êtes sorti de prison, vous avez été aperçu en Libye. Vous avez vécu en Égypte et les services de renseignement vous ont aperçu en train de franchir la frontière syrienne en 4x4, avec d'autres Français à bord. Les avez-vous recrutés pour le djihad? Non, Monsieur le Président, je vous jure, c'était pas moi. Dans la salle parmi le public, des officiers du renseignement, mais aussi des chercheurs spécialistes du terrorisme, venus discrètement observer les profils des prévenus. Ces experts travaillent pour un centre d'analyse privé, sous la direction de Jean-Charles Brizard. Selon lui, il n'existe pas de solution pour ces récidivistes, à part une surveillance au plus près pour anticiper leurs prochaines actions. Ils voyagent au gré, finalement, des terres de djihad. Ça peut être un jour l'Afghanistan, le lendemain la Tchétchénie. D'autres sont parvenus à se relocaliser déjà vers l'Afghanistan. Une dizaine de Français sont présents sur zone. Vers la Libye également, quelques unités. Donc il y a des Français qui, d'ores et déjà, sont partis vers d'autres théâtres d'opération. Farid, que nous avions rencontré à la 16e chambre le jour de sa condamnation, jure avoir tiré un trait sur son passé de radicalisé. Avec sa compagne, ils veulent déménager. Regarde là, c'est à côté, ça, 75 mètres carrés. Mais cette nouvelle vie reste fragile. Ma crainte serait d'y retourner en prison. Et sinon, le plus qui me gênerait, ce serait qu'on me reconnaisse dans la rue, qu'on sache pourquoi j'ai été arrêté et tout, et que ça nuise à ma réinsertion, à mes projets d'avenir. Vous disiez que vous aviez perdu des amis aussi? Ouais, j'ai perdu pratiquement tout mon entourage. Il me reste quelques connaissances, mais sinon tout le reste, ils m'ont laissé tomber par rapport à cette histoire. Soit par peur, soit par crainte d'être assimilé à mon affaire. Et donc je suis reparti de zéro. Dans 15 jours, un juge décidera de lui attribuer un bracelet électronique ou de le renvoyer en détention pour terminer sa peine. 4 ans de prison.